un sub à cette chaîne, merci. C'est moins cher que Netflix, c'est vrai. Annulez votre abonnement Netflix pour moi. Oh mon dieu, merci, merci. Et peut-être encore des lavoirs dans les villages. En tout cas, l'idée, c'est que votre compte en banque, il est super clean. Il n'y a pas des abonnements à YouPorn ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, juste super clean. Petite parenthèse pour les expats, ça va vous coûter plus cher parce que la plupart des documents, il va falloir les traduire. Donc, une quittance de loyer, c'est-à-dire une facture d'électricité ou quoi, il va falloir la traduire et tu peux pas la faire traduire par ton pote qui est moitié japonais, moitié français. Il va falloir le faire traduire par un traducteur certifié. C'est un traducteur qui travaille avec une maison de justice et donc du coup sa traduction est donc légale. Et sachez qu'une traduction, ça dépend du traducteur, mais en général c'est entre 45 € et 80 € la page. Donc ça fait très mal au cul hein, quand il y a plusieurs de documents à faire, c'est-à-dire un contrat, les fiches de salaire, une quittance de loyer ça va coûter 350 € au total juste de traduction. C'est mal au cul. Il faut passer par là. Moi, je suis à distance. Je me suis fait un PDF. La première page, je suis tellement allée loin que la première page, j'ai mis ma photo en mode, tu vois, vraiment photographique sérieux, tu vois, en mode Delphine Zombo, jeune animatrice dans les plus grandes compagnies de jeux vidéo, tu vois, genre une biographie. Et puis, à la file, il y a tout. Tu vois, en fait, c'est ça, il faut vraiment que ce soit clair pour le banquier. Il y a tout. Il y a les contrats, relevés de compte, les relevés de compte épargne, et les factures, il y a tout. Ah faut séduire le banquier. Alors là, faut tout donner. Hein. Mais c'est ça, un book, mais voilà. Mais clair et tout, bien propre, nickel. Nickel chrome. Vous n'êtes pas obligé d'être graphic designer, vous allez sur Google Sheets, là, ou je sais pas quoi, vous prenez un truc, Google Doc, j'ai pris un truc, j'ai mis mes trucs, et puis voilà, hein, basta. Hein. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait le tour des banques. Alors là on va dans l'aspect un peu plus dur. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment fait mon dossier nickel chrome, impeccable. Et puis vraiment joué sur mon âge. Je me suis dit, attendez, je suis super jeune et tout, regardez, je suis ambitieuse. Et puis... évidemment, le projet en lui-même. Le truc, il est dégueulasse, mais justement, si on fait des travaux, ça va être tip-top. Je savais pas, c'est n'importe quoi, j'en sais rien, j'y connais rien. Bon, après, pas besoin d'être agent immobilier pour savoir que c'est vraiment une pépite. Et vraiment, j'ai joué là-dessus, j'ai dit, voilà, c'est dans mes prix, c'est un petit budget, mais ce truc, une fois que les travaux sont faits, ça vaut 3 fois le prix. Donc vraiment, c'est gagnant pour vous, pour moi. Et moi, de toute manière, je vais en faire un Airbnb, ce qui veut dire que ça va s'autofinancer. Donc, le fait que je sois au Japon, c'est pas un problème, parce que c'est pas moi, en fait, qui vais payer. Je ne vais pas payer cet appartement. Ce n'est pas moi qui vais payer cet appartement. Et il n'y a pas un yen qui va venir du Japon pour payer cet appartement. Voilà, moi, je l'ai vendu comme ça. Je leur ai dit, moi, cet appartement-là, il va me rapporter, si ça tourne bien, il peut me rapporter 200 € par mois, sans rien faire. Donc, la banque, forcément, ça, c'est un truc en plus, tu vois. Autofinancement et cash flow, ça, c'est les mots... l'appartement s'autofinance. Bon, la vérité, c'est pas vrai. Hein. Si je le mets en location normale, je dois sortir un peu des sous. S'il est en Airbnb, il s'autofinance et je gagne des sous. Voilà pourquoi je tiens Airbnb, même si c'est ultra galère, et ça, on arrivera plus tard. Au-delà de votre profil à vous, le projet en lui-même, c'est ça le plus important. Donc ça, il faut savoir le vendre, parce qu'avec l'agence qui s'occupe de tout, eux, ils vous donnent les papiers qu'il faut donner à la banque et qui donnent envie à la banque d'investir. N'oubliez pas qu'en fait, la banque, elle va vous prêter des sous, mais en fait, elle rentre, à partir du moment où elle vous donne les sous, elle est limite propriétaire autant que vous de votre bien, tant que vous lui devez des sous. Donc, il faut aussi la séduire. Voilà, ça c'est normal. Alors pourquoi en faire un Airbnb? Je pense que j'ai répondu. Parce que si je le loue, moi dans mon cas, je crois qu'il faudrait que je paye un truc genre 100 € par mois de ma poche. C'est pas grand chose, hein. Attendez, j'achète un appartement, payer 100 € pour avoir son propre appartement, c'est rien les gars. Hein. Mais moi j'ai pas de revenus en France, c'est relou, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse tous les mois, que j'envoie telle somme en France. C'est un peu relou et on est dans le rouge. Et c'est pas le but. Après, si j'ai pas le choix, par exemple, en tant que Corona, voilà, il y a personne, quoi, donc pas le choix. Airbnb, ça permet de faire un peu plus de sous. Et malgré tous les problèmes que j'ai eus, sans Airbnb, j'aurais peut-être pas tenu le Corona.
Malgré que c'était super chaud, moi j'ai pas loué grand chose, hein, je peux vous dire. Et oui, l'autre raison, bah aussi que quand je vais à Marseille, bah je puisse utiliser mon propre appartement. Parce que quand on a un locataire, il y a un bail, si je viens en visite à Marseille, bah, je suis obligée de prendre un hôtel, et c'est un peu dommage quand on a son propre appartement. Alors après, par contre, je pense que peut-être plus tard, je ferai de la location normale, parce que c'est quand même relou Airbnb, hein, ça... On va se l'avouer, c'est pas le truc le plus simple au monde. Ah oui, aussi, une des raisons, c'est vrai que j'ai pas dit ça, mais tu sais, quand t'es expat, tu fais ta vie dans un autre pays, tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir en France, ça fait un peu peur. Tu sais que au fil des années, tu cotises pas pour ta retraite. On va pas se leurrer, surtout en tant qu'artiste. On va pas avoir une retraite de ouf, hein. Ça c'est... Donc ça fait peur, et donc voilà aussi pourquoi acheter un appartement. Si jamais il y a des aléas dans la vie, si jamais j'ai pas de retraite, j'aurai un toit. J'ai un endroit où aller. C'est con, mais c'est super important. Ou par exemple, si j'ai une grosse maladie, ou quelqu'un a une grosse maladie, ou qu'il me faut une grosse somme d'argent, bah je revends l'appartement en fait. En fait, c'est une sécurité. C'est là où l'investissement immobilier, il est bien. C'est que ça peut vous rapporter des sous, mais surtout ça vous rapporte la sécurité. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive dans la vie, vous avez un toit. Et je pense que, en plus là avec le corona et tout, vous savez à quel point les choses, ça peut partir comme ça du jour au lendemain. Par exemple, si j'étais en France, dans la merde, j'ai plus de boulot et tout, les gens dans l'entertainment n'ont pas eu de taf pendant 1 an. Putain, j'ai un endroit où je peux vivre sans payer tous les mois. Voilà pourquoi... Voilà, c'est chiant. En plus, là, on va rentrer dans la partie chiante, mais ça vaut le coup. Je vais aller travailler au Japon. On a dû se moquer de toi. Ah, oui, bien sûr. Oui, bah, de la part de tout le monde. Hein. Non, pas ma famille quand même. Non, là-dessus, ma famille, non, ils m'ont soutenu, hein, ça c'est sûr. Mais oui, alors là, les profs, mes potes, mes collègues... Investir dans l'immobilier, c'est un truc que si les gens ne connaissent pas le milieu, ils vont forcément vous reculer. Ils vont forcément essayer de vous... Voilà. Mais c'est pour vous protéger, c'est pas méchant. Et n'oubliez pas que vous pouvez commencer petit, vous pouvez commencer par un petit garage, un parking. À Paris, les gens, ils payent des blindes pour des parkings, ça. Vous pouvez vraiment, excusez-moi d'expression, mais vous pouvez vraiment vous faire des couilles en or avec un parking. Ça coûte pas très cher en plus. Donc, tout ce qu'il faut, c'est juste savoir comment le faire. Et comment le faire, ça prend un peu du temps, ça demande de la lecture, ça demande du temps. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est 3 mois dans votre vie, 1 an, parce que moi pour le coup, mon truc il a duré 1 an, mais parce que bon, j'ai eu toutes les galères du monde, mais je vous explique après. En général, ça prend 6 mois s'il y a les travaux et tout, donc c'est quoi en fait, une demi-année pour avoir au moins de la sécurité toute votre vie. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de mettre 6 mois de sa vie dans un truc relou parce qu'il faut lire des papiers. Moi j'ai lu des trucs, enfin quand tu vois le compromis déjà, tu dis bon ok. Quand tu vois la signature du truc, mais laisse tomber, t'as 45 pages à lire et puis il faut les lire. C'est pas genre bon allez... Non, il faut vraiment toutes les lire. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça et je les comprends, je vous comprends. Mais... Bon, je pense que si vous êtes sur ce live, c'est que vous êtes motivé à le faire. Moi, je dis ça vaut le coup. L'emplacement, pour moi, c'est le critère numéro 1 pour l'investissement. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez faire juste un truc beau, mais assez loin, vous pouvez viser juste une clientèle qui veut un truc beau. Si vous voulez les étudiants, il faut viser l'université. Si vous voulez les touristes, il faut viser les lieux touristiques ou la gare la plus proche. Enfin, c'est des trucs lambda. C'est simple. Plus ça sera loin des transports en commun, moi ça sera accessible. Par contre, si vous faites une villa ou un truc comme ça, super loin en voiture, mais que le gars il a les sous, bah, si vous visez une clientèle de luxe, ouais, c'est difficile de visualiser comment ce sera dans le futur. Il faut se renseigner sur la ville. Par exemple, Dijon, je sais pas, à l'époque, moi mon pote il a grave investi sur Dijon parce qu'il savait qu'ils allaient faire un musée des produits français et tout là-bas, donc ça va attirer des touristes. Essayez de regarder aussi l'actualité par rapport à l'endroit où vous voulez investir. Je sais pas, telle ville, vous savez qu'il y a une université qui est en construction. Donc même si c'est pas tout de suite, vous savez que va y avoir des étudiants à cet endroit-là. Enfin tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et ça, c'est à vous de le chercher. Hein. C'est pas à l'agent immobilier, hein. C'est à vous de... Voilà. Même l'agence qui fait tout, c'est pas à eux de vous dire où est le bon plan. C'est vous qui choisissez la ville, vous à peu près le quartier, et puis eux, ils vous proposent des trucs. Gros dos, un gros bail sombre de ouf pour vous dire que l'emplacement est important et ce que vous voulez en faire est super important. Mon agent m'avait trouvé un appart super grand, super bien.
pas cher. Et je me suis dit, c'est chelou quand même. Moi, donc du coup, je regarde, évidemment, direct, hein, faut regarder les articles. Voilà, je voyais des trucs un peu glauques, pas forcément attaque au couteau, mais tu vois, un quartier un peu glauque. Donc j'ai commencé à demander à mes potes marseillais, vous en pensez quoi de cette rue? Ils me disaient, ah ouais, mais ça c'est la rue du Tapin, laisse tomber, c'est vraiment n'importe quoi cette rue, mais prends pas cet appart, c'est de la merde. Tous mes potes marseillais, hein. Mon pote qui est dans l'immobilier, donc pour ça, hein, parler à des gens qui sont dans le business ou parler à des professionnels parce que les avis changent. Moi, mon pote, il m'a dit, ah putain, prends-le. Je dis, pardon, mais tous mes potes m'ont dit que c'était la rue du Tapin. Il m'a dit, mais ouais, mais justement, les prostituées, elles vont te louer en fait ton truc. Elles vont tout le temps te louer, ça sera toujours loué. Elles prennent des appartements dans cette rue pour faire leur business. Donc, prends-le. C'est même, en plus, ça va coûter super cher en fait. Prends-le. Je suis là... bah oui, mais moi je voulais pas faire un truc de tapin en fait, voilà, donc mais il m'a dit non, vraiment, tu peux vraiment te faire des couilles en or dans cette rue. Moi je l'aurais pris. Et la preuve, c'est que j'ai même pas eu le temps de réfléchir que l'agent m'a dit c'est bon, c'est loué, c'est vendu. Donc vraiment, savoir sur quoi vous partez, c'est important. Vous pouvez partir dans n'importe quoi. Vraiment, ce qui compte, c'est que ce soit légal, hein, évidemment, et que vous fassiez des sous. Mais voilà, donc vraiment, l'utilité de l'appartement, c'est aussi super important, d'accord? Moi, je vise des touristes, je vise pas le Tapin, mais voilà. Encore une fois, j'ai demandé à mes potes marseillais qui ne connaissent pas l'immobilier, direct, c'était non, 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 mais ça va pas, non, 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 non. Alors que quelqu'un qui s'y connaît en immobilier, il a dit non, mais ça, c'est un truc en or. Donc, vous voyez, entre les gens qui, voilà, sont pas dans l'immobilier, c'est normal de se dire, mais attends, moi, cette rue, j'y vais pas. Bah, moi, je vais pas y aller. Et le businessman. Et nous, on veut du business. Encore une fois, on ne veut pas habiter dans cet appartement-là. On veut juste une sécurité à vie. Alors après, par contre, pour le revendre, c'est un peu compliqué. Bon, je sais pas. Je suis pas sûre. C'était pas mon... Moi, je le sentais pas dans tous les cas, j'allais pas acheter un truc, même si je veux faire du business, je vais pas acheter un truc que je veux pas. Encore une fois, moi je voulais un appart, je l'ai vraiment pris aussi pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est un investissement locatif et en même temps une résidence secondaire, voilà, parce qu'une fois de temps en temps, j'ai quand même envie d'y aller. Oui, c'est ça, from Airbnb to bordel tapin, mais apparemment il y a un vrai business, hein. Il y a un vrai business. Voilà, j'ai découvert ça par hasard, mais voilà. Ça dépend de votre clientèle. Vous pouvez avoir une clientèle de luxe, vous pouvez avoir des étudiants, vous pouvez avoir des gens qui cherchent un petit Airbnb pas trop cher, mais vite fait, ou alors un Airbnb qui fait vraiment authentique. Je sais pas, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais avec une déco authentique de la région. Enfin, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ou vous jouez sur le design. Ou... Voilà, il faut quand même avoir une petite cible de votre clientèle. Donc voilà, j'envoie des CV. C'est presque ça, j'ai envie de dire. Mon dossier dans toutes les banques de France. J'ai vraiment... Mais franchement, j'ai envoyé à des endroits, mais pas possible. La banque qui m'a été présentée par un membre de ma famille, elle m'a dit « Ah bah en fait, je peux pas... » Alors que le mec, il m'a saucé de ouf, il m'a donné le contrat et tout, genre... trop bien, pas d'apport, un différé d'1 an. Donc cette banque, elle me dit non, en fait, on peut pas parce que c'est un petit village, dans la banlieue parisienne, mais très loin, tu vois, dans un petit village. Et le gars, il me dit non, mais en fait, on peut pas en dehors de la région parisienne. Ah ouais, donc du coup, la zone, c'est important. Ok. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais chercher une banque vers Marseille alors. Donc j'ai cherché Marseille-Nice. Je crois, ouais, j'ai fait Nice. Eux ils m'ont dit ils sont plus dans le truc de luxe. Ok. J'ai essayé plein de banques. Du coup j'ai demandé à un courtier à Marseille qui lui a bien cherché et tout. Il arrêtait pas de me demander des nouveaux papiers et tout. Franchement ça a duré des mois et des mois et des mois. Et vraiment j'ai demandé mais à tout le monde. Je sais pas, j'ai fait tous les coins de France, des banques par hasard. Enfin voilà, des courtiers dans tous les coins. Les courtiers moi franchement je les ai pas trop aimés parce que souvent ils me prenaient de haut. J'aime pas ça, hein. Qui aime ça de toute manière. Voilà. Je préférais parler aux banques, mais bon, voilà. J'avais quand même 2 courtiers sous la main qui étaient pas mal, dont un courtier qui lui était ultra fan du coup de mon taf, et lui, il bosse que avec des banques internationales. Malheureusement, mon gros problème, en plus de CDD et tout ça, enfin en fait c'est ça, c'était une accumulation de trucs qui plaisent pas trop à la banque, mais qui passent, mais en fait comme il y en a trop, c'était un peu compliqué, et en fait le premier truc qui coinçait, c'est les travaux. Pourquoi les travaux? Parce que l'appartement, si la banque
vous donnent l'argent pour l'appartement. Si jamais vous payez pas, ils peuvent revendre l'appart. Par contre, les travaux, si les travaux sont pas faits, ils peuvent pas récupérer leur argent sur les travaux, on est d'accord. Donc déjà, si la banque vous prête des sous pour les travaux, c'est déjà une preuve de gentillesse de la banque. Et en général, il faut que les travaux n'excèdent pas plus, allez, au maximum 30% du prix de l'appartement. Là, on est sur 40%, on est presque sur du 50-50, donc c'est chaud en fait. Mais là, dans mon cas, s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas en fait le business, il n'y a pas de cash flow en fait. Donc l'enjeu, c'était vraiment de faire comprendre à la banque que certes, c'est un gros risque, mais si on prend ce risque, ça vaut le triple. Le truc, c'est que je suis pas un dossier ultra sécurisant. Même si mes comptes en banque sont bien, même si je suis en CDD et qu'ils sont quand même, ils sont renouvelés par une grosse boîte, même si je suis dans les 30%, en fait, tous ces trucs alignés s'alignent pas très bien. Et donc du coup, voilà, ça aide pas pour la banque. Il y a une autre astuce, hein. Voilà, dans mon cas, ce qui aurait pu me sauver, c'est d'avoir quelque chose. Je sais que je vais hériter de telle maison. Je l'ai pas encore, mais un jour, je peux peut-être hériter de cette maison. Ça peut aider, hein. L'hypothèque, ça peut aider. Donc si vous avez un héritage dans la famille, ça peut aider dans votre dossier bancaire, ne l'oubliez pas. Quelqu'un de votre famille a un tableau ou un truc comme ça, vous n'allez pas le prendre, hein, évidemment, mais vous pouvez le mettre dans le dossier bancaire, ça aide. Moi, j'ai rien. J'ai rien, voilà, je n'ai rien. Voilà, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à voler, il n'y a rien. Voilà, il y a rien. Donc... vraiment, il n'y a rien pour me sauver. Et franchement, j'ai travaillé avec des banquiers. Au moins, ça m'a aidé pour comprendre, tu vois, comment ça fonctionne. Du coup, l'accumulation fait que, il y a plein de banques qui m'ont refusé. Le sondage, devinez combien de fois j'ai été refusée par la banque. Vous signez le compromis de vente. Déjà, vous avez 2 semaines de réflexion avant et vous signez le compromis de vente. À partir de là, vous avez, il me semble, 4 mois pour trouver votre crédit. Si vous ne trouvez pas de crédit durant ces 4 mois, vous devez payer 10% de l'appartement au propriétaire. Donc vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Alors après, il y a des magouilles, vous pouvez les éviter les 10%. Si vous avez un papier de la banque qui dit « on a refusé cette personne », avec le notaire, vous n'avez pas à payer les 10%. Bon, vous aurez quand même à payer le notaire, donc ça fait quand même un petit 1000, je pense un petit 1000 € dans le vent. C'est mieux que 10%. Donc quand même, grosse pression, parce que je me suis pris pas mal de refus. Franchement, si je fais un bilan de toute mon expérience, le moment le plus dur, c'était ça. C'était la recherche de banque. Honnêtement, plus que les travaux ou quoi que ce soit, franchement, le plus dur, c'était les banques. C'est beaucoup d'énergie, faire son dossier. En plus, moi, comme je suis expat... du coup, il faut faire traduire tous les documents. Donc, tu mets 350 € de traduction. T'as l'agence qui met un peu la pression en mode quand est-ce qu'on commence les travaux. Et puis toi, en fait, t'es là, t'es à un dîner avec tes potes et puis tu reçois un coup de fil de la banque que t'avais demandé et qui te prend de haut en mode non, mais en fait, ça va pas le faire votre truc. Le moral qui te plombe et tout. Enfin, voilà, c'est dur. T'es là avec tes potes au bar. Pareil, mail. Refusé et tout, enfin c'est très très dur. Je sais pas pourquoi ça fait mal. Parce qu'on t'analyse en fait, et on t'analyse par rapport à des chiffres, et ça fait vraiment mal de se dire ah ouais, donc voilà, moi je suis vraiment la pire des merdes en fait dans la société française quoi. En plus il y avait le truc, moi ça me saoulait à chaque fois qu'on me dise t'es pas française. J'étais là mais je suis française. Je dis non, t'es pas française, t'es pas là depuis 3 ans, t'es plus française en fait. On te considère pas comme une française, t'as plus de sécurité sociale, tu payes pas tes taxes, t'es pas française en fait, c'est tout. Ça fait mal. Oui, effectivement, j'ai été refusée 15 fois. Et en vérité, c'est beaucoup plus parce que je suis passée par plusieurs courtiers. Donc il faut savoir qu'un courtier, il envoie au moins à 3 banques minimum. Je sais qu'il y en a un, il avait envoyé à 6 banques, 7, parce que j'avais le choix de 7 banques. Elles m'ont toutes refusé. Je cherche des maisons sur le Bon Coin en même temps. D'accord. Oui, tu as bien raison. Ah oui, attention, hein, le Bon Coin, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quand vous achetez sur le Bon Coin, il n'y a pas certaines assurances. Hein, donc faites attention. Quand tu passes par l'agence, évidemment, tu payes l'agence et tout ça. Mais eux, ils ont des assurances. Ouais, s'il y a des problèmes, il y a des dégâts naturels dans l'appartement, vous pouvez pas vous plaindre en fait. Vous pouvez pas porter plainte ou quoi que ce soit. Vous êtes dans la merde. Donc faites attention dans ce cas-là. Enfin, faites-le expertiser en fait. Allez, si c'est un bien sur le Bon Coin, allez avec quelqu'un qui s'y connaît en bâtiment pour qu'il vous dise si vraiment ça vaut
vaut le coup de le prendre. Parce que s'il y a des problèmes, tu sais, des fissures au mur par rapport, parce que les murs ils bougent ou quoi que ce soit, vous pouvez pas porter plainte contre le proprio. C'est un truc à savoir, encore une fois. Bref, j'ai été, on va dire, j'ai été refusée une vingtaine de fois, hein. Mais j'ai reçu 15 fois non. Voilà. J'ai reçu 15 fois non. Ça fait très mal. Je peux vous dire que ça fait très très mal. N'importe qui aurait abandonné, hein, évidemment. Et on s'approchait dangereusement de la deadline, hein, où je devais payer 10%. Mais bon, dans mon cas, j'avais quand même 15 noms de la banque. Il y a quand même bien une banque qui m'aurait fait le papier pour éviter de payer les 10%. Comment j'ai fait pour avoir la 16e banque et qui m'a dit oui? Vous vous rappelez de la BNP internationale? Quand je cherchais une banque, je les ai rappelés. Et alors ils avaient complètement changé. En gros c'était la banque BNP Internationale à Paris. Et en fait ils se sont splittés en plusieurs continents. Donc du coup il y avait l'Asie, il y avait l'Afrique, il y avait l'Amérique. Enfin bref, il y avait plusieurs continents. Donc du coup c'était plus du tout la même agence. Mon agent il avait disparu. Donc moi j'étais là, oui mais moi j'avais mon contact avec ce gars là et il avait l'air d'être ok pour mon truc. Je suis tombée sur une nana qui m'a donné directement le numéro de téléphone du patron de l'agence. J'appelle ce gars, je lui explique ma situation et il me dit bah quand est-ce que vous rentrez en France? J'ai dit bah je viens juste de rentrer en France, je vais pas revenir avant un an. Il m'a dit bah ouais mais moi si je vous vois pas c'est un peu compliqué quoi, je veux bien faire un geste mais si je vous rencontre pas en vrai c'est un peu compliqué. Et il m'a dit écoutez rappelez-moi et on essaiera de trouver une solution. Moi j'arrive au 1 mois avant la deadline et je sens que ça bouge pas trop, mes courtiers ils galèrent de ouf. Je me dis bon ça sent vraiment la mouise, je vais rappeler le gars de la BNP. Je l'appelle, il répond pas, je lui laisse des messages et tout. Et puis finalement il m'envoie un mail et il me dit envoyez-moi votre dossier et puis on verra bien. Bon j'ai une nana qui me rappelle, fait ah ouais, c'est vrai que votre dossier c'est pas fou. Enfin il est pas horrible mais voilà, il y a trop de... Voilà, c'est pas un dossier en mode... C'est un dossier mama soso, c'est alléchant mais c'est pas super sécure. Pour une première fois, ça donne pas envie. On a envie d'y aller mais bon, voilà. On rentre pas trop dans les cases, ça fait peur. Et puis, bon, 3 semaines avant la deadline, je me dis bon ça va pas le faire. Et puis, elle me dit, bon, vous avez qui en France? Je dis, bah, j'ai mes parents. Elle me dit, ok, votre mère, elle est chez la BNP? Je dis, non, pas du tout. Quel âge a votre mère? Pas trop loin de la retraite. Ok. Allez, donnez-moi le numéro de votre mère. Elle a appelé ma mère. Alors, on est vraiment sur les derniers jours avant la deadline. Elle me dit, bon... Parce qu'il y a d'autres solutions que de prendre un appartement seul. Et c'est pour ça que si vous êtes au chômage, vous pouvez peut-être avoir un prêt immobilier. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'appartement seul. Vous pouvez le prendre à deux. Ça s'appelle l'indivision. Ou une SCI. Donc l'indivision, c'est prendre à deux un appartement. Donc en général, l'indivision, ça se fait dans un couple marié. Pas forcément voilà, un couple marié en séparation de biens. Vous pouvez faire... une indivision. Je crois qu'il faut que ce soit un membre de la famille. Ça vérifier, je sais plus. Sinon, vous pouvez faire une SCI. C'est comme si vous ouvrez une entreprise, en fait. Donc, vous pouvez vous associer à un pote et faire ça entre potes. Genre ton frère, c'est ça, ça passe. Et c'est là où, du coup, je pense que si vous regardez les vidéos de Monsieur Seban, il y a des gens qui n'ont pas de travail qui ont pu faire ça en indivision avec leur femme. Ou parce que la femme, elle a un CDI. Ou un membre de leur famille. Ou moi, avec ma mère. Parce que moi, en gros, la banquière, ce qu'elle m'a dit, c'est en gros, vous avez pas vraiment de problème en fait, votre dossier il est bien. En même temps, voilà, on a mangé des pâtes et du riz pendant 3 mois, donc mon dossier il était bien, tu vois. Mais cet appartement... Ah oui, j'ai eu aussi la blague du siècle. On m'a souvent dit non, parce que l'appartement était pas assez cher. Je sais pas pourquoi, ça leur rapporte pas assez, ils m'ont dit le prix de l'appart est trop bas. J'ai eu des réponses comme quoi, nous on prend pas d'investissement immobilier en dessous de 100 000 euros, quoi. Si l'appart ne fait pas 100 000 euros. Donc vraiment, il y a des règles incroyables hein, aussi. Parce que voilà, je crois qu'il y avait un courtier, il m'avait trouvé 2 banques. Mais pour eux, c'était pas mon dossier, c'était juste que l'appart était trop bas. Donc vraiment, il y a tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas une règle et qu'il faut vraiment pas abandonner. Si vous devez faire 15 banques, vous faites 15 banques en fait. Il y en a forcément une qui va rentrer dans vos expectations. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'ils veulent pas se prendre la tête pour un petit budget. Trop de paperasse pour rien, voilà. Et en plus, risque si les travaux sont pas faits, ils se retrouvent avec un truc dégueulasse qui est invendable. Moi, la banquière, quelqu'un qui m'a compris, elle me dit, en gros, tout ce qui vous manque, c'est la France.
tout simplement. En fait, c'est ça, c'est un dossier assez risqué. Et pas risqué à la fois parce que c'est pas beaucoup de sous. Il y a ce côté, l'appartement est pas très cher donc c'est cool, mais il y a autant de travaux que de prix d'appartement donc ça c'est pas cool. Encore une fois, les travaux, c'est à ma guise. Et même pas, c'est à la guise de l'artisan s'il veut bien les faire, parce que je pense que vous avez déjà entendu, il y a plein de problèmes des fois où les artisans ne font même pas les travaux, donc ça on n'y peut rien. Et deux, je suis pas en France, je suis pas française, c'est-à-dire que si on porte plainte contre moi, je reste au Japon et je suis tranquille, hein. Je suis exilée et il n'y a pas de souci. C'est pour ça que des criminels se barrent dans un autre pays et ils y restent. Mais dossier alléchant parce que jeune demoiselle, ambitieuse, avec un vrai projet, pas un CDI, mais un CDD dans une grosse boîte et ça a l'air assez régulier, ne mange que des pâtes et du riz tous les mois, c'est génial, mais bon, ça fait un peu peur. Et elle m'a dit, bah, en gros, c'est la France qui vous manque. Pourquoi on mettrait pas votre mère, en fait, dans le deal? Si on met votre mère, elle n'aura pas à payer quoi que ce soit. Elle a juste à être le garant en France. Mais génial! Et c'est exactement ce qu'on a fait. Mais je mens pas. J'ai reçu l'offre de crédit un jour avant la deadline. Donc vraiment, j'étais... Même si la banquière, elle me disait 2 semaines avant, elle m'a dit c'est bon, ça va passer et tout, j'étais pas sûre jusqu'à la 24 heures avant la fin de ma deadline, quoi. C'était chaud. C'était chaud patate. Mais ça l'a fait. En vrai, en fait, moi, ce qu'elle m'a dit, la banquière, c'est votre crédit. On est autant propriétaire, autant l'une que l'autre. Et encore, c'est un peu compliqué, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, je suis propriétaire. En général, les parents achètent des appartements à leurs enfants. Ils sont propriétaires, les enfants sont dedans, et bref, après, ça s'échange la propriété. Là, on a fait la même chose à l'inverse. C'est comme si j'achetais un appartement à ma mère, en gros. Sur le papier, c'est un peu ça. Mais en vrai, bah en fait, elle garantit le fait que je vais payer. Parce que si je paye pas, eh bah... Bonjour, Maman Nanaeo, on veut nos sous. Et c'est ça qui a fait que j'ai réussi à avoir mon appartement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs à faire. Encore une fois, vous pouvez faire une SCI avec vos potes. Il y a plein de trucs. Juste, renseignez-vous, parce qu'il y a certains trucs, par exemple, l'indivision, et bah il y a certains frais que j'aurais pas forcément eu si j'étais toute seule. La SCI, vous allez payer certains impôts, alors qu'en indivision, vous allez en payer moins. C'est là où vous devez chercher par vous-même. Moi, je vous dis des trucs, mais vous n'allez pas du tout avoir le même cas que moi. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a plein de cas de figure. C'est à vous de chercher la bonne solution pour vous, clairement. Donc moi, je signe, trop contente, je me dis purée, miracle. Enfin, pour le coup, c'était vraiment un miracle. Je signe enfin, et c'est parti pour les travaux. Ça se passe super bien, il m'envoie les photos et tout. Enfin vraiment topissime, je suis trop contente, ça se passe super bien, enfin vraiment là pour le coup sur la partie travaux, bah vraiment avoir l'agence c'est top parce que eux ils vont sur le chantier quand les artisans sont trop en retard, ils leur disent non il faut que vous vous dépêchez et tout, j'ai un compte rendu toutes les semaines et tout, enfin super bien. Encore une fois, si vous pouvez le faire vous-même, c'est mieux. Mais si vous le faites vous-même, formez-vous. Je vais pas vous donner de conseils là-dessus, puisque moi, je suis passée par une agence qui s'occupe de tout. Juste, je reçois des mails. Quand il faut payer, il faut payer. Et puis voilà, après, il y a eu des retards sur les travaux. Bref, on m'a livré l'appartement, je crois, 4 mois en retard. C'était en plus en février, donc c'est pas une période où ça se loue bien. Donc vraiment la première année sur Airbnb, c'était pas foufou. Voilà, et puis Corona. Voilà. Mais malgré ça, je tiens à dire que je m'en sors pas mal du tout, malgré des petits débuts. Je suis assez confiante pour l'avenir. C'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé jusque-là, parce que j'attendais de voir si vraiment j'avais fait un bon truc ou pas. Mais oui, j'ai fait le bon choix, je pense, voilà. Donc une fois que le contrat avec l'agence de clé en main était terminé, donc ils te disent est-ce que vous voulez qu'on loue votre bien ou juste on vous laisse les clés. Donc moi j'ai dit non, laissez-moi les clés, je veux faire du Airbnb parce que moi j'avais vu les prix qu'ils me proposaient, évidemment en les payant, bah ça voudrait dire qu'en fait tous les mois il fallait que je paye 100, 150 euros. Donc c'était pas le but parce que moi je voulais vraiment prouver à la banque que j'avais raison. Ils se sont pas trompés pour un prochain investissement. Puis j'ai regardé les agences qui s'occupent de Airbnb, il y a plein d'agences qui s'occupent de ça. Ils prennent 20% en général, 15-20%, donc voilà, c'est aussi un budget. Encore une fois, si vous pouvez faire tout vous-même, c'est plein de sous que vous pouvez garder pour vous.
Moi, j'ai pas le choix, honnêtement, en tant qu'expat, à moins que vous ayez vraiment un membre de votre famille qui se donne à 100% là-dedans. Parce que voilà, s'occuper d'un appartement, c'est s'occuper des réservations. Il n'y a pas que Airbnb, hein, il y a Booking, il y a plein de sites. Hein. D'être réactif hein, sur Airbnb, si tu réponds pas dans les je sais pas combien d'heures, ils te considèrent comme quelqu'un qui répond pas. Enfin, Airbnb, c'est très très difficile. C'est pas facile, hein. Et vous êtes pas facile en plus les gars sur Airbnb, hein. Vous mettez des vieilles notes pour rien. J'ai eu 1 étoile parce qu'on m'a dit que Marseille c'était bruyant et que c'était trop vivant. Je suis pas le maire de Marseille et enfin genre ça n'a rien à voir avec mon appartement en fait. Bon bref, cette personne m'a laissé 1 étoile, ça m'a pourri ma moyenne. On m'a retiré de Airbnb à cause de ça parce que Marseille ça lui plaisait pas. Voilà, donc Airbnb très dur, c'est pas facile, faut être super host, donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui veulent pas faire du Airbnb, hein, c'est normal. Renseignez-vous aussi avant parce que toutes les villes ne font pas du Airbnb, certaines villes taxent énormément Airbnb aussi, c'est encore des papiers à faire, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas honnêtement, franchement, ça prend 1 journée de regarder Marseille, Airbnb, qu'est-ce qu'il faut faire, ils te disent tel papier, tu remplis le papier, tu l'envoies, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié aussi un truc. L'agence aussi, et en général, ce qu'on recommande, même si vous faites ça seul, prenez un comptable. Ça sonne, je pense pour les gens qui débarquent, ils doivent se dire un comptable. Pourquoi je vais prendre un comptable? Mais un comptable, en fait, il va s'occuper de tout, l'aspect financier. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon histoire là, si vous faites du meublé non professionnel, vous pouvez ne pas payer d'impôts pendant certaines années. Alors ils disent globalement 10 ans, mais en vrai c'est peut-être un peu moins. Ça dépend vraiment du montant que vous avez mis. Dans ce déficit, puisque c'est considéré comme un déficit, vous mettez tout, les travaux, l'ameublement, toutes vos factures Ikea, tout ça, vous mettez tout dedans. Et ce montant en fait que vous avez payé pour rénover cet appartement-là, les impôts vont considérer que vous n'allez pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Pour faire cette déclaration, c'est un peu compliqué, donc vous laissez ça au comptable. Un comptable, ça coûte 500 €. Et il est aussi déductible d'impôts. Voilà, vous pouvez aussi le mettre dans l'endettement. Super important. Après, il y a d'autres contrariétés que je vais découvrir malheureusement cette année. J'espère que ça va bien se passer. Le fait que je sois étranger, normalement, selon le président, hein, parce que voilà... Normalement, je vais devoir payer un peu plus de taxes quand même, parce que je suis pas sur le territoire. Donc ça, je vais voir le montant. J'ai entendu des potes qui avaient un appartement et qui avaient pas coché la bonne case, et eux, ils se sont pris un quasi 50% à payer. C'était super dur juste parce qu'ils étaient pas sur le territoire. Donc... un comptable, c'est super important pour éviter ce genre de truc. Maintenant, on verra hein, si vraiment le comptable a fait son taf ou pas. Je vais le découvrir cette année, mais techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas suivi, désolé, mais du coup, tu gères Airbnb seul. Non, je suis avec une agence. Si vous faites ça seul, il faut vraiment quelqu'un de confiance sur place. Alors après, il y a plein d'étudiants qui demandent que ça. C'est pas évident, il faut s'occuper de l'application. Il faut faire l'accueil, il faut faire le nettoyage. Quand il y a une merde, il faut se rendre disponible. S'il y a une fuite d'électricité, une fuite d'eau, il faut y aller. C'est pour ça, hein, ça peut pas être juste votre cousine. Votre cousine, elle vous dépanne une fois de temps en temps, pas tout le temps en fait. C'est un vrai métier. Enfin, c'est un vrai métier. C'est un vrai part-time job, parce qu'il y a plein d'étudiants qui font ça. Pas besoin d'être là à plein temps. Si vous le faites pas vous-même, c'est quand même mieux de le laisser en agence. Ou alors vraiment votre famille, vous avez plein de membres dans votre famille qui peut passer une fois de temps en temps, vous habitez pas très loin. À moi, ça c'est le top parce que vous avez rien à payer. Encore une fois, il faut payer 15-20% l'agence, donc c'est encore des sous qui partent. Mais encore une fois, si vous êtes expat, vous n'avez pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Alors j'aimerais avoir le contre-exemple, mais déjà des gens comme moi qui ont investi depuis l'étranger, en n'étant pas à l'aise, on va dire, financièrement, il y en a pas beaucoup. Je vous conseille vraiment de passer par des agences. C'est des sous, mais n'oubliez pas que c'est un investissement et que faire ça vous-même, c'est pas extraordinaire, sachant que déjà avec une agence, sachez que vous devez quand même bosser un peu. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert après coup. Moi, je me suis dit, bah je paye les gars, je fais plus rien. Mais non, parce que les gars, des fois, ils faisaient un peu de la merde. Et donc, il faut rattraper. Par exemple, ils répondaient pas aux messages des gens sur Airbnb. Bon, on ratait des ventes à cause de ça. Donc en fait, maintenant, moi, en fait, j'ai l'application, hein, je l'ai là. Et tu vois, je peux être au taf, je peux être en soirée avec mes potes, je peux être là en plein live. Si je vois l'icône Airbnb, je regarde. Je dois gérer. Donc ça, c'est aussi une des contreparties. Je parle plus pour les gens qui sont à l'étranger. Un business reste un business.
Je sais qu'en tant que salarié, on se dit le patron, il est au sommet, il en a rien à foutre de nous et tout. C'est pas vrai, hein, le patron, il est là, il gère plein de trucs et il a intérêt à être là parce que sinon son truc il coule. En tout cas en Airbnb, parce que si vous voulez pas d'emmerde, vous le louez tout simplement à l'année en fait. Hein. On se prend pas la tête, on fait le bail, voilà, ça y a pas de souci. Hein. Si vous voulez essayer d'avoir l'autofinancement total et même avoir un petit extra, moi je me suis dit, si j'arrive à gagner ne serait-ce que 3 € par mois à cause d'un investissement, mais j'ai tout gagné. Ça, c'est le top. Même 3 €, ce qui compte, c'est on n'est pas en endettement. C'est ça le plus important. Parce que, et là je parle pour l'avenir, le but c'est d'acheter plus d'appartements. Si vous avez 3 € avec un appartement, vous multipliez, au bout d'un moment ça va vous faire un SMIC. Et rappelez-vous, moi mon objectif c'est d'avoir un SMIC en faisant rien. Rien est un grand mot. Encore une fois, il faut se rendre disponible, il faut regarder. Quand je vois une nana qui met une étoile parce qu'elle aime pas Marseille, je suis obligée de réagir. J'ai pas attendu que mon agence elle réagisse, j'ai réagi direct. Je vais laisser ça. Je suis obligée de lui dire mais non, l'appartement et Marseille ça n'a rien à voir en fait. L'appartement est bien, il est propre. Enfin, maintenant, si vous aimez pas Marseille, ça n'a rien à voir avec moi en fait. Il y a des agréments comme ça, mais ça peut quand même rapporter pas mal de sous parce qu'encore une fois, le prix de l'appartement à Airbnb et le prix en location normale, ça n'a rien à voir. Airbnb c'est quand même beaucoup plus cher, mais il faut quand même moins cher que l'hôtel, donc c'est pas non plus des prix incroyables. Perso, je comptais passer par une agence pour pouvoir continuer à bosser à côté. Oui, mais tu sais, du moment que tu es dans le positif, comme tu viens de le dire, tous les frais sont aux frais du client Airbnb en fait, soyons clairs. C'est vrai que ça peut faire peur, tu payes 10 000 € l'agence qui va tout faire pour toi. 10 000 € c'est énorme quoi, 10% du budget c'est énorme. Si à la fin toi tu sors pas 1 €, bon c'est pas vrai parce que j'ai mis de l'apport et en général, tu es obligé de mettre de l'apport. Et encore une fois, j'ai oublié de ce point. Quand vous êtes français, en général, c'est 10 000 € d'apport. Quand vous êtes expat, en général, c'est 10%. Quand vous êtes expat, en général, c'est 20-30% parce qu'ils vous font pas confiance. Sachez-le. Après, il y a plein de techniques pour ne pas les payer. Encore une fois, il y a des banques, par exemple, elles acceptent que vous mettiez seulement 10% si vous vous rendez sur place et que vous allez les voir. Donc moi, j'avais pensé, je me suis dit, vaut mieux payer 700 € de billets d'avion aller-retour pour aller voir le banquier que de payer 10 000 €. Des fois, il y a des trucs tout cons. Hein. Pour ça, je vous dis vraiment, c'est difficile. Putain, ça fait 3 heures que je parle et voilà. Mais même en 3 heures, c'est difficile de tout mettre ensemble. C'est juste essayez de chercher des solutions là où vous pouvez. Je me rappelle plus de tout, mais il y avait vraiment plein de conditions. Et selon les banques, ça change. Et encore une fois, une banque, c'est pas le nom de la banque. Je parle bien d'agence. Parce que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah mais moi, attends, mais chez LCL, moi j'ai eu un crédit trop bien. » Oui, dans le LCL de, je sais pas, Roussillon ou de telle ville. Pas dans mon LCL de Sarcelles, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment de votre ville et de l'agence. Donc c'est pour ça qu'il y a une multitude de possibilités. L'emplacement de l'appartement, ça dépend aussi, c'est vraiment important aussi pour la banque. Certaines banques vont juste accepter des prêts dans la région. Si vous prenez un appart à Nice, à Lille, ils vont pas vous prêter les sous. Des fois, il faut aller chercher dans les banques de la ville que vous visez. Donc vraiment, il y a plein de règles. Ce qui est important, encore une fois, moi, mon dossier, il était quasiment nickel. Il n'était pas parfait. Le projet était super alléchant, mais un peu dangereux. Et en même temps, pas dangereux parce que pas très cher. C'est un puzzle que vous devez aligner vous-même. Voilà, clairement, c'est ça. Il n'y a que vous qui puissiez... En tout cas, le début, le start, c'est vous. Et c'est tout, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez vous lancer. Renseignez-vous, regardez YouTube, c'est gratuit. Vous regardez plein de vidéos. Faites-vous un carnet de notes, regardez plein de gens qui justement font des témoignages comme moi. Enfin moi j'ai une expérience, j'ai regardé plein de gens avec plein d'expériences. Dans chacune des vidéos, j'ai pris ça, tu vois, l'indivision, la SCI, pourquoi pas. Tu vois, je note. Parce que le banquier, il va pas te donner la solution comme ça. Le courtier, lui, il est payé pour ça, donc en général, il va le faire. Mais franchement, j'ai vachement été déçue par les courtiers. Moi, je me suis dit quand même, les gars, ils sont payés pour te chercher une banque, alors que tu pourrais juste marcher dans la rue et trouver une banque. Et ils demandent des trucs incroyables, quoi. Je sais pas, si t'es courtier, ce qui est challenging, c'est de trouver une banque pour quelqu'un qui a un dossier foireux, non? Je sais pas.
Bon, apparemment, c'est clairement pas ça. Hein. Bon, après, moi, je connais pas les courtiers, donc j'ai plus trouvé mon bonheur en vraiment en appelant des banques n'importe où dans la France, tu vois. J'ai plus été impressionnée par ça que par un courtier. Alors après, non. Moi, mon courtier à Marseille, il était vraiment top. Vraiment, il a tout fait, le pauvre. Et puis, du coup, il a pas été payé. Parce qu'on n'a pas trouvé de banque, hein, mais bon. Non, les autres courtiers, j'ai pas aimé. Alors, bon, voilà, faut tester. Vous allez peut-être trouver par un courtier, peut-être par une banque, peut-être par votre banque. Mais ce que j'ai retenu des vidéos, c'est que c'est rarement ta banque qui te prête les sous. C'est souvent mieux d'aller challenger une autre banque. La concurrence, ça marche mieux. Voilà, si je peux donner un petit conseil comme ça. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Je vais bientôt arrêter du coup parce qu'il est déjà minuit 30 au Japon. Et puis je sors d'une longue journée. Juste avant, je vous rappelle que j'avais une conférence à Kiev sur le jeu vidéo. Voilà. J'ai déjà fait 1 heure de conférence. Donc ça fait 4h30 que je ne parle sans arrêt, que j'ai pas mangé. Donc là, il faut vraiment que... Et je sors d'une journée de travail, évidemment, de 8 heures. J'ai complètement oublié. Pourquoi investir en France? Parce que les taux de banque sont ouf. Les taux sont... Alors, j'ai pas vu les taux maintenant, mais... Enfin, comparé à d'autres pays, le taux d'emprunt, c'est rien. 1,9, 2, 3%, mais c'est rien. C'est rien comparé à d'autres pays. Et puis, vous savez peut-être pas, mais dans d'autres pays, vous n'êtes pas propriétaire à vie. Donc n'oubliez pas qu'en France, quand vous êtes propriétaire à vie. Donc ne l'oubliez pas, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une merde, vous savez où dormir. C'est quand même pas rien. Ça me semble, pour moi, c'est un luxe. Je trouve que c'est un luxe de savoir que quoi qu'il arrive, vous pouvez vivre quelque part sans avoir à payer. Bon, ça c'est après avoir remboursé le prêt évidemment, mais voilà. Mais quand même, c'est pour ça que je parlais de retraite. Peut-être que je suis plus sensible aussi parce que la retraite au Japon, elle est pas ouf. N'oubliez pas qu'en France, vous avez vraiment des aides incroyables. Au Japon, la retraite est pas ouf. Tu la payes super cher, moi je la paye, hein, donc ça fait très très mal au cul. Et je vais quasiment rien voir, c'est pas grand chose et en plus c'est un virement une fois. Et c'est pour ça que souvent au Japon, vous allez souvent voir des bars ou des restaurants tenus par des petits vieux. Quand ils touchent leur retraite, sachant qu'il ne va pas avoir plus de sous, en général ils investissent dans un bar ou dans un restaurant, comme ça ils peuvent travailler à vie et avoir un revenu à vie. C'est un peu triste parce que ça veut dire que tu utilises ta retraite pour encore plus travailler. Alors que normalement, tu étais censé te reposer, en fait. Voilà, et c'est pour ça que du coup, vous avez souvent des petits vieux qui font la circulation toute la nuit, avec leurs bâtons lumineux et tout. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de sous, en fait, tout simplement. Il y a des baïtos à temps partiel pour les vieux. C'est quand même triste. Donc vraiment, en France, n'oubliez pas que vous avez quand même cette chance dans un pays... Certes, votre retraite est pas très élevée, mais enfin, il y a rarement... Alors, si, ça arrive, mais quand même, je pense qu'il y a moins de personnes âgées qui travaillent à la retraite en France qu'au Japon. Ouais, c'est triste. Donc ça aussi, tu vois, de voir ça... moi, là, à chaque fois que je vais travailler... Je sors de ma station, il y a toujours un petit pépé qui arrête les voitures au passage piéton. Je trouve ça mignon parce que techniquement on n'en a pas vraiment besoin, hein. Tu regardes à droite à gauche, tu traverses. C'est à côté d'un hôpital, donc du coup ils payent des gens pour être sûr, s'il y a quelqu'un qui boite et tout, que les voitures foncent pas dessus. Lui il fait la circulation, chaque fois il me reconnaît, je lui fais un petit sourire, tu vois, et en mode allez tu passes, tu vois. Il est plus là depuis une semaine. Je me demande, j'espère qu'il va revenir, tu vois, mais bon. Imagine, c'était son dernier... Ouais. C'est-à-dire que toute sa vie, il aura bossé. C'est pas ouf. Voilà pourquoi ça donne à réfléchir, et c'est pour ça que, se faire refuser 15 fois par la banque, manger du riz pendant 3 mois... galérer un peu avec le Airbnb, c'est rien en fait comparé peut-être à l'avenir que je pourrais avoir, tu vois.